La ville de Paris est vraiment restée collée à la Seine. Donc beaucoup des monuments majeurs sont au bord de la Seine. So we're going to do a cruise on the Seine. I think it's really a great way to discover the city of Paris. Paris, like a lot of major cities, was founded upon the river here. But contrary to a city like Rome or London or a city like that, Paris never really grew away from the Seine. So a lot of the major monuments that you want to see when you come to Paris are right along the banks of the Seine. And on the right, we have obviously probably the most famous monument in Paris. On the right is the Eiffel Tower, which was built on the right, we have the Eiffel Tower, which was built for the World's Fair exhibition of 1889. And at the time that it was built, it was the tallest building in the world. The Eiffel Tower is 324 meters tall, and it's made out of 18,000 iron bars, bolted together 2.5 million rivets, and covered in 7 tons of paint. Donc la Tour Eiffel s'était construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et lors de sa construction, au moment de sa construction, c'était le bâtiment, la structure, la tour la plus haute au monde. Elle fait 324 mètres de haut. Et elle est composée de 18 000 barres de fer qui sont rattachées avec 2,5 millions de rivets. Et elle est recouverte de 7 tonnes de peinture, parce qu'on est dit à 19 couches par an de peinture sur la Tour Eiffel. C'est ça, au fait, qu'ils sont en train de faire, si vous voyez qu'il y a des échafaudages, c'est parce qu'ils sont en train de décaper pour retirer la peinture, parce que ça pèse 7 tonnes, c'est important. So the Eiffel Tower was built extremely quickly. It was built in 2 years, 2 months, and 5 days, which means that it took 26 months to build the tallest building in the world in 1889, which is extremely quickly. And what's even more impressive about that is the fact that nobody died while they were building the Eiffel Tower. They were able to strap themselves on, and up it went. In 2 years, 2 months, and 5 days later, the Eiffel Tower was complete. Donc la Tour Eiffel s'est construite très rapidement. Il a fallu que 2 années, 2 mois et 5 jours pour tout construire, de début à la fin. Donc soit 26 mois de construction totale, qui est vraiment pas beaucoup pour la structure la plus haute du monde à cette époque. Et ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est le fait que personne n'est mort pendant cette construction. Et ce, parce que, en conclusion, ils ont pu, les ouvriers ont pu s'attacher à la tour. Donc la construction s'est fait très rapidement et en toute sûreté. Sur la gauche, si vous regardez bien, on peut voir des péniches. Et dans la ville de Paris et dans ses environs, on a à peu près 350 péniches qui sont très prisées par les Parisiens. Parce qu'une péniche, on ne dirait pas, mais en fait, une péniche, donc un de ces bateaux, c'est plus grand que l'appartement moyen pour les Parisiens. Et ça finit par coûter peut-être un peu moins cher. So on the left you can see some houseboats. In Paris proper and in the environs of Paris, there are about 350 houseboats. And they're extremely popular with the Parisians because they end up being a little bit bigger than the average Parisian apartment and a little bit cheaper as well. If you keep looking ahead of us on the left, behind the trees that are on the banks, you can see a golden flame. Devant nous, sur la gauche, si vous regardez derrière les arbres, vous pouvez voir une flamme. Et ça, c'est la flamme de la Statue de la Liberté à New York. C'est une réplique identique de cette flamme-là. So that flame is the exact copy of the flame from the Statue of Liberty. And the Statue of Liberty, of course, was a gift from France to the United States, offered in 1886. And so in 1986, 100 years later, the United States offered a replica flame back to the city of Paris. Donc, la Statue de la Liberté, c'était un cadeau qui était offert aux États-Unis par la France en 1886. En 1986, donc 100 ans après, c'est les États-Unis qui ont offert cette flamme à Paris pour les remercier. Et puisque le hasard fait quelque chose, cette flamme se trouve au-dessus d'un tunnel où, en août 1997, la princesse Diana de l'Angleterre a eu son accident de voiture. Et donc depuis ce temps, cette flamme, alors qu'à la base ce n'était pas pour ça, depuis
depuis ce temps, depuis août 1997, cette flamme a servi de monument non officiel. Donc les gens y laissent des petits mots, des fleurs, des photos, des choses comme ça en souvenir de Guyana. So in the weird way that things happen, even though it was not intended for that, that flame that we saw stands where the tunnel is that Princess Diana had her accident in August 1997. And so even though it was not intended for that, since 1997, it has served as a sort of unofficial monument. People leave flowers and letters and things like that. These really zooming around today. Ahead of us on the left, above the trees, you can start to see there is a French flag peeking up, and you can start to see a glass roof. Donc devant nous, sur la gauche, vous pouvez commencer à voir un drapeau français avec une immense toit en verre. C'est devant nous, derrière les arbres. Ici, on voit bien le drapeau. Ce drapeau se trouve au sommet d'un bâtiment qui s'appelle le Grand Palais, qui était construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Donc la Tour Eiffel, c'était pour l'exposition universelle de 1889. Cette fois-ci, c'est pour l'expo qui a eu lieu 11 ans plus tard, en 1900. So that building is called the Grand Palais, the Big Palace, and it was built for the World's Fair exhibition of 1900. And that roof, you'll see it in a moment, is one gigantic glass roof which weighs almost as much as the Eiffel Tower. The Eiffel Tower weighs 9,700 tons, and that roof weighs 7,500 tons. And underneath the roof, it's just one big room where there is nothing permanent inside. These are for different things all throughout the year. But it's big enough that once a year they have horse racing inside of it. Donc, ce toit que vous voyez là, en fait, ce toit pèse presque autant que la Tour Eiffel elle-même. La Tour Eiffel, elle pèse 9700 tonnes, et ce toit en verre, avec tous les morceaux de verre, de métal, etc., ça pèse 7500 tonnes. Donc c'est presque autant que la Tour Eiffel, ce qui est vraiment impressionnant. En dessous de ce toit, c'est une grande salle. C'est juste une immense salle qui est pour la plupart de l'année vide. Il n'y a rien de permanent dans le Grand Palais. En fait, c'est pour des expositions éphémères. Ils font des défilés de mode, ils font des choses comme ça. Et une fois par an, ils y font même des petites courses de chevaux. Parce qu'il y a tellement de place. C'est tellement grand que si on voulait, on pourrait même rentrer toute la cathédrale de Paris en dessous de ce toit sans modifier la cathédrale elle-même. So that roof, just to say one more thing about it, is so big that if you wanted to, you could even fit Notre Dame inside of it without modifying Notre Dame itself. That's how big of a space that is. Devant nous, nous avons le pont sans doute le plus beau de toute la ville de Paris, c'est le pont Alexandre III, qui a été construit lui aussi pour l'exposition universelle de 1900. So in front of us is the Alexander III Bridge, which is arguably the most attractive bridge in Paris. It was built for the World's Fair exhibition of 1900. And when this bridge was built, it was incredibly exciting because all the lanterns were electric. And so in Paris, to have electricity anywhere, but especially on a bridge, was very, very futuristic. Donc, quand ce pont était construit, ce qui est vraiment incroyable pour les Parisiens, c'était le fait que toutes les lanternes étaient électriques. Donc, ce n'est pas des bêtes à gaz, soit c'est l'électricité pour la première fois. Et donc, en 1900, à l'occasion de cette exposition universelle, les gens qui sont venus visiter la ville sont I know it's tricky when we go underneath the bridge. Je sais que c'est compliqué quand on passe en dessous des ponts. Donc, en 1900, ce qui est vraiment incroyable pour les visiteurs, c'est que toutes les lumières étaient électriques. Donc Paris a été rebaptisé en 1900 la ville lumière. So in 1900, when people visited the city for the World's Fair exhibition, it was incredibly exciting to see that all the lights were electric, and so Paris got its new nickname, the City of Light. So that happened in 1900. Toujours devant nous, encore un pont, nous avons en fait 36 ponts dans la ville de Paris qui entourent la Seine. In front of us, we have another bridge. We actually have 36 different bridges here in Paris that span the River Seine. But in front of us, that is the bridge of the Concorde Bridge. Because on the left is Concorde Square, la Place de la Concorde. And you can see that they're starting to set up bandstands for July 14th parade. Donc devant nous, c'est le pont de la Concorde. Et ça se fait comme ça, parce que sur la gauche, c'est la place de la Concorde. On voit bien l'obélisque.
Mais vous qui êtes assis, vous voyez peut-être, ils sont en train de mettre en place les sièges pour le défilé du 14 juillet. Parce que les défilés, vous savez tous, vous avez vu ça à la télé, ça descend des Champs-Élysées pour terminer. Mais ce pont de la Concorde, c'était achevé en 1792 et c'est construit avec les pierres de la Bastille. La Bastille, le prison, souvent lorsque les gens viennent à Paris, ils demandent est-ce qu'on peut aller voir la Bastille. Et la réponse est non, parce qu'il ne reste plus rien. Après la prise de la Bastille, le 14 juillet, le prison a été démantelé pierre par pierre et la plupart ont été transformés en pont ici. So this bridge, Concord Bridge, is made So this bridge, Concord Bridge, that we just passed under, is made out of stones from the Bastille prison. Oftentimes when people come to Paris, they ask, can we go and see the Bastille? And the answer is no, because there's nothing left to see. After the storming of the Bastille on July 14th, 1789, it was dismantled brick by brick, stone by stone, and there's nothing left. And the majority of the stones went to make that bridge. Les pedestrians de réfugiés ici. Sous le bâche, parce qu'il commence à pleuvoir quand même un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le problème, c'est que je vois rien. The problem is that if I sit down, I can't see anything. Alright, I'll just stand up. En tout cas, là, vous avez encore des vignes sur la gauche, et vous voyez un toit ouvert, ça c'est le musée de l'Orangerie. On the left, you can see a glass roof behind those trees, that's the Orangerie Museum. But I'll tell you a little bit more about that on the way back. Ahead of us, on the right, you can see another building with a French flag on the rooftop. That is the Museum of the Legion of Honor. And at the end of the pedestrian bridge, you'll be able to see a statue of Thomas Jefferson. And that is because Thomas Jefferson, when he came to Paris, he loved that building, and he actually used it as the model for Monticello. So you have a statue of Jefferson there looking at the building, figuring out how he's going to plagiarize its design. Donc là, sur la droite, en fait, ce bâtiment avec les drapeaux français, c'est le musée de la Légion d'honneur. Et au bout de la passerelle, on voit une statue de Thomas Jefferson, qui était bien sûr un des fondateurs des États-Unis. Et cette statue se trouve là parce que ça, c'était pour son bâtiment préféré. Et il a volé le dessin de la grande pour sa maison personnelle. Si vous avez le temps plus tard, si vous tapez dans Google Monticello, vous verrez que c'est un copier-coller, un plagiat total de ce bâtiment. Still on the right, you have yet another beautiful building, and that is the Musée d'Orsay, which has a bit of a weird appearance to it. You can see the big plaques and the glass archways. And that's because the Musée d'Orsay used to be a train station, built in 1900 for the World's Fair. Donc sur la droite, c'est le Musée d'Orsay. Et si vous regardez bien, vous voyez ces deux grosses horloges, des portiques en verre, etc. C'est un aspect un peu insolite au musée. Et ça, c'est parce que c'était à la base une gare qui a été construite pour cette exposition universelle de 1900. Cependant, aujourd'hui, ça abrite une collection d'art qui s'étale sur 64 années, de 1850 à 1914. Donc, si vous avez les impressionnistes, Van Gogh, Renoir, Monet, Manet, etc., tous leurs tableaux se trouvent dans ce bâtiment-ci. So in the Musée d'Orsay, which again used to be a train station, there's a collection of art that spans 64 years, from 1850 to 1914. So, if you like the Impressionist painters, Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, they're all in there. If you want to see art that is older, you can go to the building on the left, which is the Louvre. So, donc si vous souhaitez voir des tableaux qui sont plus anciens que ceux des impressionnistes, il faut se rendre dans le musée qui est là sur la gauche. Ça, c'est le musée du Louvre, qui est bien sûr le musée le plus grand du monde. Quant à sa collection, il y a plus de 37 000 œuvres qu'on peut voir, sans compter les réserves, etc. Et ce n'est pas juste le musée pas juste le musée le plus grand au monde, c'est aussi le plus grand palais de l'Europe.
So the Louvre on the left is the biggest museum in the world in terms of its collection. There are 37,000 pieces of art on display inside of that museum, without counting what's in the reserves, what's not on display, etc. But the Louvre is not only the biggest museum in the world, it's also the largest palace in Europe. En tant que palais, le Louvre a commencé au XVIe siècle avec le roi Henri II. Et petit à petit, d'autres rois se sont installés et ils ont agrandi le palais. Parce qu'un roi n'aime pas dormir dans la chambre de notre roi, de sa propre chambre avec son nom au plafond. Donc le Louvre a fini le plus grand palais du monde, de l'Europe, pardon. As a palace, the Louvre began in the 1500s with King Henry II. And little by little, bit by bit, different kings and emperors moved in there, and they set up families. The kings went their own bedrooms. And so, in total, 27 kings and 2 emperors lived in the Louvre and spent time there. And that's how it ended up being the biggest museum in the world, because it's little by little, bit by bit. It is technically bigger than Versailles. But what makes Versailles so impressive is that Versailles was all built at the same time. Donc techniquement, le Louvre est même plus grand que Versailles, le château de Versailles. Mais ce qui rend Versailles si impressionnant, c'est que le tout a été construit en une seule temps. In front of us, we still have the Louvre on the left, and the Louvre is not even all that. The Louvre is shaped like a horseshoe, so there's even more on the other side. But in front of us, we have one of the most famous pedestrian bridges in Paris. It is the Bridge of the Arts, the Pont des Arts, which was built by Napoleon Bonaparte. Donc devant nous, nous avons l'un des premiers ponts piétons de la ville de Paris, c'est le Pont des Arts, qui était construit par Napoléon Bonaparte. Et Napoléon a demandé qu'il construise un pont en métal. Donc non seulement c'était le premier pont piéton de la ville de Paris, mais c'était aussi le premier pont en métal. Du coup, ça représentait vraiment une maîtrise de la technologie de pouvoir construire un pont en fer au début du 19e siècle. Cependant, une fois que c'était achevé, Napoléon était apparemment très déçu parce qu'il trouvait que ça s'intégrait mal avec le reste de la ville, avec toute cette pierre du calcaire. So, this was built by Napoleon, built for Napoleon Bonaparte, who was apparently at first very, very disappointed with it because he found that it didn't really blend in well with the rest of the city, because everything else is made out of limestone. Alors, nous arrivons maintenant au cœur de la ville de Paris, et devant nous, on peut commencer à voir le bout de l'île de la Cité. Et c'est sur cette île que la ville de Paris a été fondée il y a plus de 2000 ans. Donc là, sur la gauche, on voit ce sol pleurant, et ça marque le commencement de l'île de la Cité. So, on the left, we have the start of an island. You can see this weeping willow tree with its branches drifting into the water. That is the start of the Ile de la Cité, the island of the city. And this is where, on this island, that the city of Paris began about 2,000 years ago. So this is where we have a lot of the old stuff. Donc c'est ici que la ville a commencé, et c'est toujours sur cette île que nous retrouvons les objets les plus anciens, les monuments les plus anciens de la ville de Paris, en général. Et sur ce, nous avons devant nous le pont le plus ancien de Paris, qui s'appelle le Pont Neuf. So in front of us we have, even though lots of old stuff on the island, we have a bridge called the New Bridge, which is actually the oldest bridge. And it's called the New Bridge because it was the first stone bridge built in Paris. Before the New Bridge was built, all the bridges in Paris are made out of wood, and they had buildings and houses and things like that on top of them. A bit like the Ponte Vecchio in Florence. So this was the first bridge made out of stone to be built, and the first bridge to be built without anything on it. So they called it the New Bridge because everyone was very excited about it. Du coup, le Pont Neuf, c'est bien le plus ancien pont de la ville de Paris, mais c'était le premier pont construit en pierre. Et donc, ça représentait vraiment une innovation technique. Les gens étaient très contents d'avoir ça, donc ils ont appelé ça le Pont Neuf. Sur la gauche, c'est le palais de justice construit par Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. On the left, you can see the Palace of Justice, the low courts here in Paris, which were constructed under Napoleon III, who was the nephew of Napoleon Bonaparte.
Et toujours plus loin, là c'est l'ancien commissariat de la ville de Paris, sauf que pour l'instant ce n'est pas occupé, ils ont déménagé récemment. On the left it used to be the Paris precinct for the police officers, but they recently moved, and so it's a little bit empty at the moment. Et donc, sur la droite, c'est la rive gauche où se trouvent les quartiers latins qui occupent presque tout l'ensemble du 5e arrondissement de la ville de Paris. Et ça s'appelle le quartier latin à cause de la Sorbonne l'université de la Sorbonne, pardon, qui a été fondée au milieu du XIIIe siècle par un moine qui s'appelle Robert de Sorbonne. So on the right is the left bank of the river, and that is home to the Latin Quarter. And the Latin Quarter gets its name from the Sorbonne University, which was founded in the middle of the 13th century by a monk named Robert de Sorbonne. En sortant de ce pont, on voit bien sur la gauche les deux tours de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui a été construite entre 1163 et 1345. Et ce nom, Notre-Dame de Paris, fait référence à la Vierge Marie, la mère de Jésus. À cette époque, au XIVe siècle, quand c'était achevé, c'était sûrement le bâtiment le plus haut de la ville de Paris. Ces tours font presque 70 mètres de haut, et la rosace, ces grandes vitrailles dans la façade, fait 15 mètres de diamètre. Donc au XIVe siècle, ça rendait vraiment quelque chose d'impressionnant pour les Parisiens. So Notre Dame of Paris was built between 1163 and 1345, and its name refers to the Virgin Mary, Our Lady of Paris. The bell towers in Notre Dame are almost 70 meters tall, and its rose window, that circular window in the facade, is 13 meters in diameter. And so for the people of Paris in the 1300s to be able to go and see a church with a window that was 13 meters in diameter was absolutely incredible. They really weren't used to seeing things like that. Plus on avance, plus vous pourrez voir les échafaudages, tout ce qui est lié au chantier de restauration que c'était actuellement. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'incendie qui a éclaté. Voilà, donc les travaux avancent bien, ils sont bien contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont pu retirer les échafaudages qui étaient soudés ensemble à cause du feu, et ça avance. So on the left you can see all these scaffolding, the various bits and bobs that are linked to the restoration project that's going on. They were able to take down successfully the scaffolding that had fused together from the heat of the fire. And it's going along. It's going along slowly, but these things take time. And they're really not sure how long it's going to take. The current estimation, they hope, is that it will be done by 2024. In 2024, because in 2024, the city of Paris is going to host the Olympics. And so, of course, they want the most visited cathedral in France to be open for visitors at that time. Du coup, à l'heure actuelle, ils estiment que les travaux seront terminés pour 2024. Et 2024 parce que Paris va accueillir les Jeux Olympiques de 2024, donc il veut que la cité soit visitable pour cette occasion. On verra. Ils estiment que ce sera bon. Oui, on sait jamais. Alors, plus on avance, sur la droite, vous pouvez voir l'une des statues les plus insolites de toute la ville. Sur la droite, vous voyez cette grande statue qui est sur le pont, sur la droite. Ça, c'est l'une des saintes patronnes de la ville de Paris, c'est la sainte Geneviève. Cependant, elle est très mal mise en valeur à cet endroit. So ahead of us on the right, you can see one of the most bizarre statues in Paris on the right of the bridge. People don't really expect to see that. That's a statue, actually, of one of Paris's patron saints, Saint Genevieve. Except it's put in an absolutely terrible spot because nobody ever sees it. That statue is sculpted by the same sculptor who sculpted Christo in Rio, that gigantic statue of Jesus in the city.
And when he saw where it was put, he was furious and didn't even attend the inauguration. Donc cette statue de Saint Jean-Baptiste, c'était sculpté par le même sculpteur qui avait fait la statue du Christ au Brésil. C'est une autre statue du Christ qu'on voit dans tous les films. Et lorsqu'il a vu où ils avaient placé sa statue, il était furieux. Il a même refusé de participer à son inauguration. Tellement qu'il était en colère avec la ville de Paris. Parce que, à la base, en fait, cette statue devait être au centre du pont et face à la cathédrale de Notre-Dame. Mais si vous vous tournez bien, on voit, c'est très mal mis en valeur, comme je disais. C'est Saint Jean-Baptiste avec une petite fille à ses genoux et la petite fille tient dans ses mains un bateau. Parce que le bateau, c'est le symbole pour la ville de Paris. So, like I was saying, the statue is really poorly put on display. If you turn all the way back around, but it's St. Genevieve with a little girl in her teeth, who is holding a boat, and the boat is the symbol for the city of Paris. So that statue is supposed to be in the center of the bridge, facing the church and facing the city, like St. Genevieve was protecting the Parisians and their cathedral. Sur la droite, c'est un magnifique bâtiment qui s'appelle l'Institut d'Arabe, qui est construit par le même architecte qui a construit le Louvre à Abu Dhabi. Parce que parfois les gens du Nord, et il y a deux Louvres au monde. Une en Normandie, à Paris, et une autre à Abu Dhabi. Et donc c'est musée des détruits tous les arbres et la culture des Arabes. Et si vous avez le temps, sur le toit, il y a une terrasse avec une super vue sur la rive gauche. Et ça, c'est gratuit. Et aussi, on the right, there is a building. It's the World Arabic Heritage Institute. It was constructed by the same architect who constructed the Louvre in Abu Dhabi. And it's a museum dedicated to Islamic art and Islamic culture. There's a really excellent restaurant. And on the roof, there's a terrace as well. It's completely free to go and admire the view from. Là, sur la droite, nous arrivons un peu. On sort un peu du centre de Paris et on peut voir les berges de Paris, les quais qui ont été aménagés en zone piéton. Donc depuis la fin des années 90, les gens ont pu profiter de cet espace vert ici parce qu'à Paris, on n'a pas vraiment beaucoup d'espace vert. On a des arbres, des buissons, des petites choses comme ça, mais pas beaucoup de parcs quand même. Donc à la fin des années 90, ils ont pris la décision d'aménager cet espace pour que les gens puissent venir en propriété. Et donc vous voyez tous ces bancs, ces places pour s'asseoir, prendre l'apéro, etc. Toutes ces choses que les Parisiens adorent faire. Ça se fait très souvent ici, quand il fait l'air, bien entendu. So on the right, you can see all of these pedestrian, this whole pedestrian space, pardon me. This was all set up at the end of the 1990s because in Paris, we don't really have a lot of green space. You don't really think about it. We have a few parks, and we have trees and things like that, but we don't really have a lot of green space that you can use. And so they decided to convert what used to be a road into this big park. So all that's pedestrian space. You'll see people there when the weather is nicer, sitting, talking with their friends, drinking wine, different things like that. And if you look over on the left, you can see a bridge. You can see the river kind of goes off underneath that bridge to the left. We're not going to go over there, but that's the entrance to the Canal Saint-Martin. And if you were to use that canal, you could connect all the way to Budapest via canals and riverways from Paris. That was set up by Napoleon Bonaparte at the beginning of the 1800s, but it wasn't finished until the 1860s. Donc, nous allons faire demi-tour ici, mais si vous regardez sur la gauche, il y a un pont avec de l'écriture dessus, et c'est marqué le canal Saint-Martin. Donc, ce sera bientôt sur la droite, donc ne t'inquiète pas, jeune homme. Vraiment une belle, mais je suis très touché que tu écoutes avec une si grande attention. En tout cas, donc ça c'est l'entrée pour le canal Saint-Martin qui a été établi et construit par Napoléon Bonaparte au début du 19e siècle. C'était achevé en 1867, si la mémoire est bonne. Mais si on commençait par ici, on pourrait suivre ce canal et d'autres pour aller jusqu'à Budapest. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant en suivant le canaux et le chemin fluvial. Et ça commence là. Du coup, on va faire un demi-tour ici.
sud, ce qui veut dire que nous avons maintenant la rive gauche sur la gauche et la rive droite sur la droite. Parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est pas très logique. La rive gauche, c'est la rive sud, la rive droite, c'est la rive nord. Et pourtant, on dit rive gauche et rive droite, et non pas rive nord, rive sud. Et ça, c'est parce que la Seine, le fleuve, est très long. C'est le second plus long fleuve de toute la France. Elle fait 777 km de long. Donc après la Loire, c'est le second plus long fleuve. Et son nom Seine trouve son origine dans le mot latin sequaina, ce qui signifie qu'il y a de nombreuses courbes. Comme ça, elle commence par le Dijon et elle termine dans la Manche. Donc, on ne peut pas toujours dire nord, sud, est, ouest parce que ça change tout le temps. Et ça coule dans le sens où on voyage maintenant. Et donc, quand tu suis l'eau, tout ce qui est sur la gauche, c'est la rive gauche, et tout ce qui est sur la droite, c'est la rive droite. So right now we've turned around and we're following the river in the direction of its flow. So everything on the left is the left bank, everything on the right is the right bank. And we say left bank and right bank because the River Seine is long and it's bendy. And so you can't always say north or south or east or west because it changes. But it only flows in one direction, so you can always say left bank or right bank. So right now we're going downstream in the direction of the river. And that's why we say left bank and right bank. And I apologize in advance. We're about to go past the Yves Saint Louis, and there's going to be a lot of feedback on the microphone. It happens every single time. I apologize. If you look ahead of us, though, you can see a building just after the bridge with some balconies and some very tall, beautiful windows. That's one of the most expensive pieces of real estate in Paris. That is a private mansion that was constructed by Louis Le Vau, who also helped to build Versailles. It used to be home to the Rothschild family, and now it belongs to the Emir of Qatar. Du coup, donc sur la gauche, après le pont, vous allez voir un très très bel hôtel particulier qui a été construit par Louis Le Vau, qui a aussi aidé à contribuer à la construction du château de Versailles. Et ça, c'est l'un des hôtels particuliers les plus chers de la ville de Paris. Ça appartenait à la famille Rothschild et maintenant ça appartient à l'émir du Qatar. Et je vous présente mes excuses en avance parce que dès qu'on passe par l'île Saint-Louis, qui est sur la gauche, il y a toujours beaucoup de bruit avec la radio. Et c'est beaucoup mignon. En tout cas, l'île Saint-Louis, c'est l'une des deux îles sur la Seine. Et c'est aussi la plus chère. Pour vous donner une idée du prix, 1 mètre carré, celui Saint-Louis tourne autour de entre 20 et 30 000 euros le mètre carré. Oui, c'est pas donné. Là, c'était vraiment la bonne réaction. C'est quand les gens ne réagissent pas que je m'inquiète. So, the East Saint-Louis, St. Louis Island on the left is some of the most expensive real estate in Paris. To give you an idea, 1 square meter, so about 10 square feet of real estate on that island costs between 20 and 30,000 euros for 1 square meter or 10 square feet, which is not a lot. En tout cas, l'île Saint-Louis, qui est vraiment petit, à la base, en fait, ne s'appelait pas l'île Saint-Louis, à la base, elle s'appelait l'île aux Vaches. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait des monastères à Paris et les moines amenaient leurs vaches sur cette île qui était juste. Il y avait juste l'herbe dessus, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, ils amenaient leurs vaches ici pour manger, pour goûter et pâtir. In any case, so the East Saint-Louis, which we are going past now, was not always called St. Louis Island. Originally, in the Middle Ages, it was called the Île aux Vaches, which means the cow island, because in the Middle Ages there were monasteries in Paris, and the monks used to bring their cows to that island to graze and to eat, and so they called it the cow island, because they were too busy avoiding the bubonic plague and things like that to be creative with their names. So, there are cows on the island, it's the cow island. Vous voyez bien pourquoi ça coûte si cher, c'est vraiment quand les micros fonctionnent bien, il n'y a pas vraiment de bruit, c'est très calme et c'est joli en plus. Parce que
la majorité de la ville de Paris a été reconstruite vers 1960, mais pas vraiment sur cette île. Donc, c'est vraiment l'un des quartiers les plus anciens de la ville. So you can see when the microphone works correctly how quiet and calm it is around here, and that's one of the reasons why it costs so much money to live on that island. It's also because it's one of the oldest neighborhoods in Paris. Most of Paris was reconstructed right around 1860. However, with very few exceptions, the majority of that island has remained intact. So it's also some of the oldest and rarest real estate on the island. Et donc là, on voit la fin de l'île Saint-Louis et le commencement de la cité. So on the left you can see the end of St. Louis Island and the beginning of the island of the city. But if you look, you can see that roof where they just redid the zinc. That really shiny metal. People ask this sometimes. That's brand new zinc. And if you look further down, you can see the bluish gray metal. That's just older zinc. So almost all of the rooftops in Paris are either slate or zinc. C'est impressionnant, mais les gens demandent souvent. Et les toits de Paris, c'est soit de l'ardoise, soit du zinc. Et là, on voit du zinc flambant neuf. Alors que plus loin, on voit ce métal un peu bleu, grisâtre. Ça, c'est juste du vieux zinc. Donc c'est soit des ardoises, soit des zinc. En fait, on appelle les toitures de Paris l'horizon en zinc. Pour ça, parce que tous les bâtiments font à peu près la même taille, la même hauteur, pardon. Et sur la droite, on voit l'hôtel de ville de Paris. On the right, you can see City Hall here in Paris. It is a lovely neo-Renaissance style building. And I'm obligated to say this is a neo-Renaissance style building and not a Renaissance building, because there was a building there from the Renaissance, but in 1870 the Parisians burned it down. Du coup, sur la droite, c'est l'hôtel de ville de Paris, qui est construit dans un style néo-Renaissance. Et je suis obligé de vous dire que c'est dans un style Renaissance, non pas des fortes Renaissance, parce que autrefois il y avait bien un bâtiment sur cet emplacement qui datait de l'époque de la Renaissance, mais en 1870, lors des événements de la Commune, les Parisiens ont mis feu à l'hôtel de ville. On a plus sur la gauche, c'est l'hôtel Dieu, le plus ancien hôpital de la ville de Paris. On the left is the Hotel Dieu, the oldest hospital in Paris. Et plus loin, sur la gauche, on voit un bâtiment avec 4 tours. Et ça, c'est la conciergerie. Et avant que le roi avait choisi le Louvre pour la résidence principale de Paris, le roi habitait dans ce bâtiment-là. Et pendant la Révolution de 1789, c'était transformé en prison. So on the left, you can start to see a building with 4 towers. That is a building called the Conciergerie, and it was the royal palace. Before the king moved into the Louvre in the 1500s, the king lived there, and during the revolution of 1789, it was turned into a prison. And it was inside of the Conciergerie that Queen Marie Antoinette spent the last 2 months of her life before being executed on the square. Donc c'était dans la Conciergerie que la reine Marie Antoinette a passé les 2 derniers mois de sa vie avant d'être exécutée place de la Concorde. Et nous allons bientôt repasser devant la place de la Concorde. Et je vous inviterai de l'emplacement. Et donc nous arrivons et même ici on voit au-dessus des arbres, on voit des têtes qui sont des mascarons. Les mascarons en fait c'est une jeune qui fait des masques, qui fait des têtes bizarres. Et la légende veut que ces têtes soient les têtes en caricature de ceux qui avaient assisté à la soirée d'inauguration pour ce pont. Parce qu'en fait, comme c'était un pont en pierre, tout le monde prenait ça ici pour le cadre. Ça n'était pas le cadre. Le roi Henri IV a invité les gens à venir pour une soirée sur ce pont. So if you look at the bridge, you can start to see there are masks and faces. According to the legend, those are the faces of people who attended the inauguration party for this bridge. Because it was the first stone bridge, it seemed very heavy. Everyone was sure that it was going to collapse, but it didn't.
King Henry IV, you can see a statue of Henry IV on a horse on the left. Enfin, Henri IV, on voit bien une statue équestre de lui, là sur la gauche. King Henry IV had a party and invited people who doubted him to come and stand on his bridge, and as part of the entertainment, they had caricatures done. And those caricatures were turned into the masks that you see on the bridge. Donc là, sur la droite, c'est encore le Louvre. Et en fait, ce qu'on voit ici, le fronton, on voit la colonnade, ça c'était l'entrée principale quand c'était une résidence royale. So on the right, you can see the Louvre again, and the columns there, and the triangular pediment that you can see, that was the entrance when it was a royal residency. They didn't go in through the courtyard or anything like that. That was the main entrance. And in fact, the Louvre, I mentioned to you that it's the biggest museum in the world. It was also the first public museum in the world. And that happened during the French Revolution of 1789. People talk a lot about the bad things that happened then, but there were a few good things as well. And one of them was open to the public. Basically what happened is that in 1793, they executed King Louis XVI and his wife Marie Antoinette, and they went out to buy the royal art collection. They brought it back into Paris. They put it on display for the people. So everything that belonged to the king now belongs to the people. And so the Louvre was opened in August of 1793 as the first public museum in the world. Donc, ce n'est pas juste un muséum. C'est aussi le premier musée public du monde. Avant ça, le roi, par exemple, il avait une soldat et c'est privé. Mais une fois qu'ils avaient en 2016, ils sont allés à Versailles, ils ont pris la collection d'art royale, ils ont amené ça à Paris, ils ont mis ça pour le jusqu'à ce que le roi annonce la maison. Sur des aurores de la c'est assez semblant, mais comme une bonne chose. Et le fait que le Louvre a été ouvert au public, c'est sûrement une de ces choses. Du coup, la construction du Louvre, ça s'est étalé, comme j'ai dit, en tant que résidence royale. Ça a commencé au XVIe siècle. Mais à la base, le Louvre, les parties les plus anciennes du bâtiment qu'on peut trouver, datent de la fin du XIIe siècle, de 1190. Parce qu'à cette époque, le roi Philippe Auguste, avant de partir au croisade, il voulait fortifier la ville de Paris. Donc il a construit une enceinte autour de la ville pour protéger l'île et ses habitants, parce que la ville de Paris a été derrière nous. Donc ici, c'était l'extrémité occidentale de la ville. Il a fait une forteresse dans cette enceinte. C'est connu, par exemple, au Louvre, a royal residency in the 16th century, but the oldest bit of the Louvre goes back much further than that. The Louvre began as a building at the end of the 1100s. In 1190, King Philip Augustus, before going off on the Crusades, decided he wanted to protect the city of Paris, so he built a wall around it. And the Louvre was a fortress within that wall. The oldest parts of the Louvre that you can find date back to the end of the 12th century. Après ça, la construction qui a commencé en 1190 s'est terminée en 1870. Donc on a près de plus de 700 ans de construction sur un seul bâtiment, ce qui est vraiment incroyable. Et encore, la partie la plus récente, c'est la pyramide d'Amber qui est rachetée en 1886 par l'architecte chinoise Yao Fei sous le président Mitterrand. So the construction of the Louvre as a building began in 1190 and finished in 1870. But also, if you want to be technical about it, of course, the most modern part of the Louvre is the pyramid, which was added in 1986, constructed by the Chinese-American architect IMA, and commissioned by President François Mitterrand, who liked building monuments with his name on it, to be quite honest. He also opened up the Musée d'Orsay. Du coup, la pyramide du Louvre, ce n'est pas la seule chose que Mitterrand a fait, c'est aussi lui qui a eu la bonne idée de développer le Musée d'Orsay. Parce que c'était bien une gare qui était construite pour l'exposition universelle de 1900. Cependant, les trains qui venaient dans cette gare arrivaient en centre-ville par des tunnels. Parce que, bien sûr, on n'a pas la place dans les rues de Paris pour les trains. Déjà, on n'a pas la place pour les camions. Les trains, c'est encore plus compliqué. Mais au fil du temps, les trains sont devenus de plus en plus grands et rentraient plus dans le tunnel. Donc, à la gare de cette gare,
garder le bâtiment et de transformer ça en musée. So, the Musée d'Orsay, again, opened in 1986 as a museum. It was a functioning train station, though, up through the 1970s. The problem is that the trains were coming to the museum via underground tunnel. If we don't have the space above ground for trains, we don't even have the space in the city for trucks. So how could we possibly have trains, too? So they've been coming to that train station via tunnel. But as time went on, the trains got too big for the tunnels, and we had to shut down the train station in order to avoid and reduce the scoop in the chocolate effect situation, which is a technical term. One of the others said that joke. Maybe two of them. Birds of a feather situation. In any case, in a moment ahead of us on the right, you'll be able to see the obelisk of Concord Square behind the trees, because ahead of us is Concord Bridge, and in a second you'll be able to see the obelisk. That obelisk is the oldest monument in Paris. It's 3,300 years old. It is from the city of Luxor at the time of Ramses II, and it was a gift from the king of Egypt in 1830, whose name was Muhammad Ali. Just like the boxer, you can't make these things up. Ici, quelques secondes sur la droite, vous pourrez voir l'obélisque sur la place de la Concorde, qui est le plus ancien monument de la ville de Paris. Cet obélisque a 3300 ans et c'est un cadeau offert à la ville de Paris et aussi à la France par le roi de l'Égypte qui s'appelait Mohamed Ali, le danseur, parce que si je ne s'invente pas. Et il a offert ça à la ville de Paris parce que c'était un égyptologue qui s'appelait Champollion, qui était le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. So that was a gift from the king of Egypt from Muhammad Ali, because it was an Egyptologist named Champollion who was able to decipher hieroglyphics for the first time. So to thank us, to thank France, King Muhammad Ali gave us that obelisk. Et du coup, ils ont décidé de mettre cet obélisque là où il y avait autrefois la guillotine. Donc, si jamais vous êtes sur la place de la Concorde, là où il y a l'obélisque aujourd'hui, c'est là où il y avait la guillotine pendant la Révolution. And so the French decided to put that obelisk where the guillotine. The French decided to put that obelisk where the guillotine had stood because it had nothing to do with anything and they wanted people to forget. So what's the best thing to do is put something there that has nothing to do with anything. In a moment, on the left, you'll be able to see behind the trees, by the way, that building immediately on the left is the Ministry of Foreign Affairs. Du coup, le bâtiment là, tout de suite sur la gauche, c'est le Quai d'Orsay, c'est le ministre des Affaires étrangères. Cependant, vous pourrez bientôt voir le dôme de l'église des Invalides. So in a second, you'll be able to see a golden dome, and that's the dome of the Church of the Invalids, which was built by Louis XIV between 1670 and 1708. Louis XIV spent 72 years as the king of France, the longest reign of any king in Europe, and he spent 32 years of a 72-year-long reign at war. And so he had a lot of soldiers. His soldiers were paid to fight in his wars, but when there are no wars, when France is at peace, they don't have jobs. And in Paris, the biggest city, it was a big problem because they were unemployed. So they slept in the streets, they fought in public, they were frequently drunk, it was an embarrassment. And so he built that building. They could go to that building to the wounded, but also being a birthday. Donc, sur la gauche, on voit bien le sommet du dôme de l'église des Invalides, qui était construit par Louis XIV entre 1670 et 1708. Et Louis XIV, qui a passé 72 années sur le trône de la France depuis l'an de la règne de n'importe quel roi européen, a passé quand même 32 années de sa règne à la guerre. Donc il avait quand même beaucoup de soldats. Et ces soldats étaient payés. Mais quand il n'y avait pas de guerre, parce que la France était occupée, les soldats se retrouvaient sans emploi. Les soldats, en temps de paix du moins. Et donc, à Paris, qui était quand même la plus grande ville, c'était un grand problème parce qu'ils étaient non seulement sans emploi, mais aussi sans domicile. Dans les commerces, ça avait beaucoup, etc. Et donc, il a construit, il a fait construire ces bâtiments. Et comme
ça, il pouvait y travailler, mais aussi y séjourner. C'est le problème aujourd'hui, c'est le bâtiment iconique, parce que c'est là où on trouve la tombe de Napoléon Bonaparte, qui son tombeau sous cet immense dôme. So today, Les Invalides is known, of course, for being the military museum, but it's also where Napoleon Bonaparte has his tomb. Napoleon died in exile in 1821 of stomach cancer on the island of St. Helena. A lot of people say he was poisoned, but actually his father died of stomach cancer too. So there's really no credibility to the rumor that he was poisoned. In any case, everyone likes a good story. But he spent 19 years in his coffin on that island because the English refused to let France bring back his body. Finally, in 1840, the last king of France, Louis Philippe, sent his son down to St. Helena, 3 months to get there, to dig up the body of Napoleon, 3 months to bring him back, 6 months round trip, so that he could put Napoleon's body there. Du coup, Napoléon est décédé en exil en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Et une fois qu'il était mort, il a fallu quand même attendre 19 ans avant de pouvoir ramener ses cendres sur le territoire français. Et ce, parce que les Anglais avaient empêché les Français de ramener ses cendres. Parce qu'il y avait beaucoup de Français qui souhaitaient rester fidèles à l'empereur, ou qui voulaient rétablir son empire, etc. Ils ne savaient pas comment faire. Donc il a fallu attendre 19 ans. Donc c'était en 1840 que le dernier roi de la France, Louis-Philippe, a envoyé son fils à Sainte-Hélène. 3 mois sur l'aller, 3 mois sur le retour, 6 mois en tout, pour ramener les cendres de l'empereur en France. Et c'est ce qu'il a fait. Et une fois qu'il était revenu en France, ou du moins que les cendres étaient revenus en France, personne ne savait pas quoi en faire. Ils disent qu'il reste ces cendres-là parce que c'était un bâtiment qui était déjà associé à un roi, à Louis XIV, et aussi à l'histoire militaire de la France. So, when Napoleon's ashes came back and Louis Philippe was king, the last king of France, they didn't know what to do with his ashes. And what do you do with Napoleon? There's still lots of French who are faithful to him, who want to reestablish the empire, who still are Bonapartists in France. Not as many as royalists, but there are some. In any case, he didn't really know what to do with it. And so he decided to put Napoleon's body there because it was a building that was already associated with a powerful ruler, Louis XIV, and with France's military history. So he gave him a proper burial to make the people who were still loyal to Napoleon happy. But he didn't want to build a shrine to him either, so he ended up in there. And so we're almost back to the dock. You can see the Eiffel Tower once again. As we get closer to the Eiffel Tower, you'll be able to see names around the first floor of the tower. And those names, which you'll see in gold in a moment, because all you can see for the moment is the second floor. But logic dictates that underneath the second floor is the first floor, so don't worry, it's probably still there. But you'll be able to see names in gold. Those are names of other French engineers. Because, of course, this was built for the World's Fair exhibition, and that was a chance for France to show off. Of course, Alexander Gustave Eiffel gets most of the credit for the Eiffel Tower, but the French knew that people would be looking at the tower, and so they wanted to show them that there were other engineers who had done important things. And so, their names are up there in gold. Donc, dès qu'on arrive, on s'approche quand même de la Tour Eiffel, vous verrez que tout autour de la première étage, il y a des noms écrits en or. Et ce sont des noms des autres ingénieurs français. Parce que bien sûr, c'est Alexandre Gustave Eiffel qui a construit la Tour Eiffel, bien sûr. Cependant, la France voulait à cette époque que les autres pays voient qu'il y avait d'autres ingénieurs qui avaient fait des choses importantes, qui avaient contribué par le passé à la science mondiale. Donc ils ont mis des noms autour de la première étage. On peut commencer à les voir ici. Sur ce, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont en train de décaper la peinture, parce qu'il y a quand même 19 couches de peinture. À la base, la Tour Eiffel n'était pas toujours sur couleur marron. À la base, elle était rouge, et ensuite, pendant 15 ans, elle était jaune, mais un jaune fluo, algorien. C'était du laideur. Mais c'est vrai que pendant un moment, elle était jaune. Et ça, c'est parce que le jaune,
rouge était la couleur anti-rouille à l'époque. Donc, à l'époque, c'est construit en cœur, ça rouille. On voit même ici des taches de rouille. Et jaune parce que c'était la couleur de la société Eiffel. Donc, la tour, c'était plus ou moins privé, ça appartenait toujours à Gustave Eiffel. Donc, il a dit non, 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 c'est ma tour, c'est ma société, c'est moi qui vais choisir la couleur. Jaune. Comme une banane. So you can see the Eiffel Tower is brown at the moment. They're stripping off the paint. That's what all the scaffolding is for. Technically speaking, it is Eiffel Tower brown. That's the official color. But it was not always Eiffel Tower brown. It was not always Eiffel Tower brown. At first, it was red, sort of the same color as a stop sign or a fire truck. And then for 15 glorious years, it was banana yellow. It was red because red, when it was first inaugurated, red was the color of the anti-rust keys, and yellow because yellow was the official color of the Eiffel Corporation. The Eiffel Tower at first belonged to Gustav Eiffel. It belonged to his company. He had built things all around the world, a church in the Philippines, a train station in Budapest, he built the locks for the Panama Canal, all sorts of different things. He said, well, it's my building, it's my corporation, I'm going to pick the color. He picked yellow because that's what his other things were, so he wanted some brand recognition. En tout cas, nous allons bien amarrer. Merci bien de votre attention, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, je vous souhaite une agréable journée, pas trop pluvieuse, j'espère. Si jamais. Et aussi, si vous avez apprécié cette croisière, n'hésitez pas à laisser un petit mot, soit sur la page Facebook des Vedettes de Paris, soit sur TripAdvisor. Et rassurez-vous de ne rien oublier à bord. En l'occurrence, vous avez